L'actu en perspective, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Une usine que l'Amérique disait avoir détruite est déjà en train de redémarrer, protégée non pas par du béton, mais par le coût politique qu'impliquerait la mort d'ingénieurs chinois et russes. Il y a 3 semaines, des bombardiers furtifs américains Budus Spirit ont rasé le complexe de fabrication de missiles balistiques le plus critique de l'Iran à Parchin. Le paquet de frappe comprenait 8 munitions anti-bunker GBU, 57 de 2000 livres, chacune conçue pour traverser du béton renforcé avant d'exploser profondément sous terre. Les images satellites ont confirmé une dévastation totale. L'installation a été réduite à des gravats et à du métal tordu. La production s'est arrêtée immédiatement. Selon tous les critères mesurables, la mission était un succès. Dans l'école Donald Trump de la gestion de crise, c'est généralement le moment où l'on déploie la bannière avant même de vérifier si l'usine est vraiment restée morte. La semaine dernière, des images satellites commerciales obtenues par Maxar Technologies ont montré exactement le même site en train de reprendre vie. L'imagerie thermique a révélé des signatures de chaleur provenant de structures partiellement reconstruites, des signatures compatibles avec de la machinerie industrielle lourde fonctionnant à une capacité importante. Des convois de camions avaient repris leur mouvement par l'entrée principale. Des équipes de construction étaient visiblement actives dans plusieurs sections du complexe. Et au cœur de ces images se trouvait un élément qui a fondamentalement modifié toutes les évaluations du renseignement que Washington avait produites sur ce conflit. Des analystes occidentaux ont identifié des ressortissants étrangers se déplaçant dans l'installation avec les mouvements coordonnés et déterminés de spécialistes techniques qui savaient exactement pourquoi ils étaient là. La question centrale est de comprendre précisément comment l'Iran a réussi à relancer la production de missiles balistiques en moins de 2 semaines, qui se trouvaient sur le terrain pour l'aider à y parvenir, et pourquoi l'armée américaine ne peut pas frapper cette installation une deuxième fois sans déclencher une réaction géopolitique en chaîne qui pourrait entraîner la Chine directement dans un acte de guerre contre des intérêts américains. Chaque élément qui suit se rattache à une image beaucoup plus vaste que la plupart des gens ne voient pas clairement. Voici la séquence des événements telle qu'elle s'est réellement déroulée. Le 2 mars, au 4e jour d'une opération que le Pentagone avait désignée sous le nom d'Epic Fury, 2 bombardiers Budus Spirit ont mené une frappe de précision contre le complexe industriel Shahid Bagheri, situé à environ 25 km au sud-est de Téhéran, dans la zone militaire de Parchin. Ce n'était pas une installation secondaire. C'était le principal site iranien de production de missiles balistiques, un vaste complexe couvrant environ 4 km². À l'intérieur de son périmètre se trouvaient des ateliers d'usinage de précision, des chambres de mélange de carburant solide, des lignes d'intégration de systèmes de guidage et des unités de fabrication d'ogives. Des ingénieurs iraniens avaient développé le missile Khyber-Shekan à cet endroit. Les systèmes EMAD et Ghadr y étaient assemblés. Et les ingénieurs avaient intensifié de manière agressive la production de la variante Khorramshahr, 4 dans les semaines précédant les frappes. Les B-2 ont largué leur charge à 2h18 du matin, heure locale. 8 énormes munitions pénétrantes ont traversé l'obscurité, percé des couches de béton renforcées et explosé en profondeur. Les explosions ont été enregistrées par des capteurs sismiques. Les halls d'assemblage se sont effondrés sur eux-mêmes. Les bunkers de stockage souterrains se sont affaissés vers l'intérieur. Le principal complexe administratif a été complètement rasé. Le Pentagone a déclaré que la frappe était hautement réussie selon tous les indicateurs opérationnels. Le secrétaire à la défense Pete Hoekstra est apparu publiquement le 3 mars et a affirmé clairement que la capacité iranienne de production de missiles avait été gravement dégradée. Les projections internes du renseignement concluaient qu'il faudrait des mois d'efforts soutenus pour ramener l'installation à un niveau fonctionnel quelconque. Cette projection a tenu exactement 6 jours avant que la réalité ne la dépasse entièrement. C'est tout le problème de la politique du tour d'honneur. Le micro avance plus vite que les images satellites. Le 9 mars, Maxar Technologies a diffusé de nouvelles images satellites qui ont démoli le calendrier du Pentagone. Les capteurs thermiques intégrés au dispositif du satellite ont détecté une chaleur compatible avec de l'équipement industriel actif à l'intérieur de structures qui avaient été partiellement reconstruites en moins d'une semaine. Les mouvements de véhicules avaient repris. Des équipes de travail étaient réparties dans les sections endommagées, menant une reconstruction rapide. Puis est venu le détail qui a transformé cette histoire logistique en crise stratégique. Des ressortissants étrangers étaient présents sur le site. Leur schéma de déplacement, leur regroupement autour de zones techniques précises, leur comportement observé d'en haut, tout pointait vers une seule conclusion. Ce n'étaient pas des ouvriers iraniens en train de déblayer des débris. C'étaient des spécialistes techniques qualifiés, arrivés avec une mission précise. Ce qui a suivi dans la communauté du renseignement a été une réévaluation rapide de tout ce que les planificateurs avaient supposé au sujet de ce conflit. Le renseignement d'origine électromagnétique a intercepté des communications entre des responsables iraniens de l'approvisionnement et des entreprises de défense chinoises appartenant à l'État.
La China Aerospace Science and Technology Corporation apparaissait nommément dans ces interceptions. Norinco aussi, l'immense fabricant chinois d'armes et d'équipements industriels appartenant à l'État. Des sources de renseignements humains sur le terrain ont rapporté qu'environ 200 ingénieurs chinois et techniciens hautement qualifiés étaient arrivés à Téhéran entre le 4 et le 8 mars. Ils sont entrés dans le pays avec des visas civils, officiellement désignés comme consultants en équipement industriel. Leur véritable destination était le complexe militaire de Parchin, et ils étaient là pour reconstruire ce que 8 des plus puissantes munitions conventionnelles américaines avaient détruit. Des spécialistes russes ont suivi de près. Les estimations du renseignement situent leur nombre à environ 80 personnes. Il s'agissait d'individus possédant une expertise en chimie des carburants solides, en usinage de précision à haute tolérance et en intégration de systèmes avioniques. C'est le type de savoir-faire nécessaire non seulement pour réparer une usine de missiles balistiques, mais pour la redémarrer et la maintenir en activité dans des conditions de guerre. Entre le contingent chinois et les spécialistes russes, Téhéran avait assemblé une main-d'œuvre technique internationale à l'intérieur d'une installation que les États-Unis avaient considérée comme neutralisée. Ce que ces personnes ont physiquement apporté avec elles, c'est là que l'histoire dépasse la reconstruction pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus lourd de conséquences. Ce n'est pas une livraison d'armes. C'est un transfert de technologie du genre à produire des conséquences générationnelles permanentes sur l'équilibre des forces dans la région. Des contractants chinois ont expédié des machines-outils, des systèmes de commande numérique par ordinateur, de l'équipement de fabrication de semi-conducteurs et des instruments de mesure de précision. Chaque article de cet envoi était officiellement classé comme civil. Chaque article était légalement exportable dans le cadre des règles existantes et chaque article est essentiel au fonctionnement d'une ligne de production de missiles balistiques. Les machines-outils ne sont pas un détail mineur. Les composants de missiles balistiques exigent des tolérances de fabrication mesurées en microns. L'Iran possédait les machines capables d'atteindre ces tolérances avant la frappe des B-2. Cette frappe les a détruites. La Chine est maintenant en train de les remplacer. Et elle le fait à un rythme que les planificateurs occidentaux n'avaient pas anticipé parce qu'ils n'avaient pas pris en compte la possibilité d'une réponse industrielle chinoise coordonnée à cette vitesse et à cette échelle. Une conférence de presse peut déclarer qu'une chaîne d'approvisionnement est vaincue. Malheureusement, la chaîne d'approvisionnement n'assiste pas à la conférence de presse. La question des semi-conducteurs a un poids tout aussi important. Les missiles balistiques modernes ne sont pas de simples projectiles sans intelligence. Ils reposent sur des ordinateurs de vol numériques sophistiqués, des plateformes de navigation inertielle et des systèmes de guidage de précision assistés par satellite. L'Iran produit certains composants semi-conducteurs sur son territoire, mais les puces haute performance nécessaires au guidage de précision dépassent actuellement les capacités de ces lignes de fabrication nationales. La Chine produit ces puces en volume. Et, plus important encore, des contractants chinois installent actuellement à Parchin de l'équipement de fabrication qui permettra aux ingénieurs iraniens de produire ces puces localement à l'intérieur du pays, hors de portée de tout régime de sanctions ou campagne d'interdiction que Washington pourrait mettre en place. Le calendrier produit par cet effort est extraordinaire et il devrait arrêter net quiconque a suivi les évaluations officielles du gouvernement. La destruction totale a eu lieu le 2 mars. Le redémarrage opérationnel partiel a été confirmé par satellite le 9 mars. Cela fait 7 jours. Le renseignement occidental avait prévu des mois. L'écart entre ces deux calendriers, c'est la différence entre une guerre qui se termine dans les délais et une guerre qui s'enlise indéfiniment. Les évaluations actuelles du renseignement prévoient que le complexe Shahid Bagheri pourrait reprendre une production limitée d'ici le 23 mars, environ 3 semaines après avoir été réduit en gravat. Pas à pleine capacité, pas les 100 à 120 missiles balistiques par mois que l'installation produisait avant les frappes, mais quelque part entre 40 et 60 missiles par mois dans la phase initiale de redémarrage, avec une production qui pourrait remonter vers la pleine capacité en 90 jours si le soutien technique extérieur se poursuit au rythme actuel. Pour une guerre conçue autour de l'idée de dégrader durablement la capacité de l'Iran à soutenir ses opérations de missiles, ce n'est pas une complication mineure. C'est un échec fondamental de l'hypothèse stratégique initiale. Et cela mène à la dynamique la plus critique de tout ce conflit, la raison pour laquelle les États-Unis regardent actuellement des images satellites d'une installation opérationnelle qu'ils ont détruite, il y a 3 semaines sans pouvoir agir sur ce qu'ils voient. C'est ici que le slogan rencontre le chiffrier, et c'est le chiffrier qui est en train de gagner. La présence de ressortissants chinois et russes à Parchin a créé une situation que les planificateurs militaires et les experts juridiques à l'intérieur du Pentagone qualifient d'architecture délibérée de boucliers humains. Si des avions américains frappent de nouveau ce complexe, des citoyens chinois et russes mourront. Pékin le sait, Moscou le sait, Téhéran l'a orchestré précisément dans ce but. Et Washington comprend parfaitement qu'une nouvelle frappe entraînerait des conséquences qui dépasseraient largement la valeur militaire de la cible.
La Chine a été explicite sur sa position. Le 10 mars, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration publique directe avertissant que toute action militaire entraînant la mort de ressortissants chinois travaillant en Iran serait traitée comme un acte d'agression contre la Chine. La Russie a adopté un langage identique. Les deux gouvernements ont présenté leur personnel comme des contractants civils, un cadrage juridique délibéré qui invoque les protections internationales accordées aux non-combattants. Les États-Unis peuvent soutenir, et soutenir à juste titre, que le complexe Shahid Bagheri est un objectif militaire légitime. Mais cet argument juridique devient fonctionnellement insignifiant dès que des images d'ingénieurs chinois morts apparaissent sur les écrans du monde entier. À ce moment-là, le débat juridique est terminé et les conséquences géopolitiques commencent. Pékin n'aurait pas besoin de déclarer la guerre pour rendre la position américaine intenable. Il pourrait geler les exportations de terres rares, sans lesquelles la fabrication d'armes américaines ne peut pas fonctionner à grande échelle. Il pourrait restreindre les précurseurs pharmaceutiques dont dépend la chaîne d'approvisionnement du système de santé américain. Il pourrait se coordonner avec Moscou pour exercer une pression maximale sur les marchés mondiaux de l'énergie. Les dommages économiques qui en résulteraient pour les États-Unis se mesureraient en billions de dollars, un coût qui rendrait insignifiante la valeur militaire de la destruction d'une seule usine de missiles. Israël fait face à la même équation impossible. Les F-35 israéliens ont la portée et la capacité nécessaires pour atteindre Parchin. Mais mener une frappe qui tuerait 200 ressortissants chinois et 80 techniciens russes déclencherait une crise géopolitique que Jérusalem ne pourrait pas gérer. Israël maintient d'importants investissements chinois dans son secteur technologique. La Russie contrôle l'espace aérien au-dessus de la Syrie, par lequel les avions israéliens transitent régulièrement lors d'opérations régionales. Frapper Parchin romprait simultanément des relations économiques qu'Israël ne peut pas se permettre de perdre et fermerait un espace aérien qu'Israël doit garder ouvert. Alors, l'installation fonctionne. Les ingénieurs chinois poursuivent leur travail d'installation. Les techniciens russes continuent de former les travailleurs iraniens sur les lignes de production reconstituées. Et les satellites américains documentent tout cela en haute résolution, sans qu'aucune réponse militaire viable ne soit sur la table. Le tableau stratégique plus large, qui se forme autour de cette seule installation, raconte à quel point ce conflit s'est éloigné de sa conception initiale. Le principe de l'opération était qu'une puissance aérienne américaine écrasante pouvait briser simultanément la capacité militaire de l'Iran et sa volonté nationale, en forçant une capitulation rapide. La durée prévue du plan était de 4 à 6 semaines. Nous en sommes maintenant à la 2e semaine. L'infrastructure est reconstruite plus vite que les frappes aériennes ne peuvent l'éliminer. La structure dirigeante, qui a survécu à la phase initiale, s'est réorganisée et continue de diriger les opérations. L'Iran n'a montré aucun signe de mouvement vers la capitulation. Les opérations de missiles se poursuivent. Le corps des gardiens de la révolution islamique a récemment mené sa 34e vague de frappes, envoyant des drones vers Israël et les Émirats arabes unis, tandis que des missiles balistiques visaient des positions américaines au Koweït. Le rythme opérationnel a ralenti par rapport à l'intensité des premiers jours, mais il ne s'est pas arrêté. Chaque semaine qui passe avec Parchin en activité est une semaine de plus pendant laquelle l'Iran peut soutenir la base logistique de ce rythme. La pression économique qui s'accumule autour de ce conflit aggrave l'impasse militaire d'une manière qui rend la résolution plus difficile à chaque jour qui passe. Le Brent s'est établi au-dessus de 105 $ le baril. Le détroit d'Ormuz est fonctionnellement fermé au transport commercial occidental. Les prix à la pompe aux États-Unis s'établissent en moyenne à 3,89 $ le gallon à l'échelle nationale en date du 10 mars. Goldman Sachs a de nouveau relevé ses prévisions sur le prix du pétrole le 9 mars, en modélisant des prix soutenus au-dessus de 110 $ le baril si le conflit actif dépasse la 8e semaine. Chaque jour de combat supplémentaire se traduit directement par une douleur économique qui atteint chaque foyer américain. C'est la partie que la posture de fermeté, façon campagne électorale, ne met jamais sur l'affiche. La facture arrive à la pompe. Le soutien public aux États-Unis amorce son glissement caractéristique. Un sondage publié le 10 mars situait l'approbation de l'opération militaire à 48% contre 62% au début des hostilités. Un groupe bipartisan de sénateurs a officiellement demandé un briefing détaillé sur la stratégie de sortie. L'administration n'a pas offert de réponse publique à cette demande. Le secrétaire Hoekstra a déclaré aux journalistes le 10 mars que les objectifs militaires étaient atteints selon le calendrier prévu, mais il a refusé de donner des précisions lorsqu'on lui a demandé si le conflit se terminerait dans la fenêtre de planification initiale. L'écart entre cette confiance affichée et la réalité opérationnelle qui se déploie dans les images satellites est précisément l'endroit où tout ce cadre stratégique se fissure. Il y a toujours une réponse bien polie pour les caméras. Le plus difficile, c'est d'en trouver une qui survive au contact avec la carte. C'est ici que tous les éléments convergent vers une conclusion claire.
il y a 3 semaines, des bombardiers américains ont détruit le principal complexe iranien de fabrication de missiles balistiques. En 6 jours, les images satellites ont confirmé que l'installation revenait en ligne avec environ 200 ingénieurs chinois et 80 techniciens russes menant une reconstruction accélérée que le renseignement occidental avait estimé devoir prendre des mois. Les États-Unis ne peuvent pas frapper de nouveau ce complexe sans tuer des ressortissants chinois et russes, un résultat qui déclencherait des représailles économiques et une confrontation géopolitique que Washington n'est pas prêt à gérer. La Chine transfère simultanément des machines-outils de précision, des technologies de fabrication de semi-conducteurs et des capacités de production de systèmes de guidage qui réduisent la dépendance à long terme de l'Iran envers les chaînes d'approvisionnement extérieures. Les opérations de missiles iraniennes ne se sont pas arrêtées. La capacité de production est restaurée à un rythme qui dépasse la dégradation que la puissance aérienne américaine peut imposer. Et nous sommes dans la 2e semaine d'une campagne conçue pour se conclure en 4 à 6 semaines, sans voie de sortie visible et sans ajustement stratégique qui s'attaque au problème fondamental. Ce n'est pas l'histoire d'une seule usine. C'est l'histoire de la capacité des États-Unis à l'emporter dans un conflit où 2 grandes puissances ont pris la décision calculée que maintenir l'Amérique enlisée indéfiniment au Moyen-Orient sert mieux leurs intérêts stratégiques à long terme que tout résultat recherché par Washington. La Chine gagne du temps, la Russie gagne du levier. L'Iran obtient un complexe de production de missiles qui se reconstruit chaque fois qu'il est détruit, et les États-Unis absorbent les coûts militaires, économiques et politiques d'une guerre qui produit des résultats que personne à Washington n'est prêt à décrire avec précision en public. Ce n'est pas mission accomplie. C'est quelque chose de considérablement plus difficile, et cela ne fait que se compliquer. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous au L'Actu en perspective et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage